Candice Candice, quelle est ta citation préférée en anglais? Alors, c'est une citation d'Oscar Wilde Ouais. qui est, si je ne me trompe pas, dans The Picture of Dorian Gray et qui est « The best way to get rid of temptation is to yield to it ». Ce qui signifie en fait que le meilleur moyen pour résister à la tentation, c'est d'y céder. Donc je vous laisse méditer. On peut méditer là-dessus en prépa. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'anglais avec Candice. Candice, tu es étudiante en M1 à HEC actuellement. Est-ce que tu peux présenter ton parcours? Alors, moi, j'ai fait en fait un double diplôme entre l'ENS de Lyon en études anglophones et HEC. Donc, j'ai fait une prépa littéraire à Elle, j'ai intégré l'ENS, j'ai été admise aussi à HEC, j'ai pu repousser l'intégration. Et voilà. Ok, tu as eu l'occasion de voyager, tu as eu l'occasion de... Ouais, j'ai fait un Erasmus en M1 à Cambridge et ensuite j'ai fait un stage à New York pendant 6 mois. Ok. Donc, grand intérêt pour le monde anglo-saxon. Voilà, depuis le lycée, avec une spécialité anglais approfondi. Je ne sais même pas si ça existe encore d'ailleurs. Je sais pas. Oui, je pense. Le bon vieux temps en lettres, enfin en bac L, qui n'existe plus là pour le coup. Ouais. Ok, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. On va parler un petit peu plus de ton parcours, puisque c'est assez intéressant quand même. C'est assez rare de rencontrer des étudiants qui font à la fois l'ENS et HEC, ça va être intéressant d'en discuter. Puis on va parler de l'anglais, bien sûr, des méthodes pour progresser, les conseils que tu peux donner, ton expérience de ça, et puis comment progresser en anglais pour réussir les concours, quoi. Avant de se lancer là-dessus, on va présenter les fiches parfaites qu'on a rédigées avec Candice et avec Alizé. Donc les fiches qu'on a faites en anglais, c'est 21 thèmes, et sur chaque thème, on a écrit un essai de 600 mots, puisque c'est le format des concours, et une partie de civilisation qui vous permet de vous repérer sur le thème en question. Et donc l'idée de ces fiches, c'est que vous avez besoin de rien d'autre pour réussir les épreuves, puisque vous avez tout le niveau de langue et tous les éléments de civique qui sont importants à avoir. Est-ce que tu peux présenter un petit peu, Candice, le travail que tu as fait sur les fiches et alors, ce que tu as apporté? Ouais. Alors du coup, ce sont des fiches qui se divisent en deux parties, une partie essai et une partie civilisation. Donc Alizé a travaillé surtout sur la partie civilisation et aussi essai. Et en fait, mon travail, ça a été vraiment de reprendre la langue, de me replonger dans la richesse de l'anglais, n'est-ce pas, et d'ajouter beaucoup de formules, en fait, de tournures de phrases, de vocabulaire. Parce que je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence, en fait, à l'écrit comme à l'oral d'ailleurs. C'est la variété de vocabulaire. Parce que, évidemment, on veut que vous ayez des connaissances, mais si c'est mal dit ou si c'est dit avec un anglais qui est très basique, bon, il faut dire que le prof d'anglais, il aime quand même la richesse de la langue, il aime les détails, etc. Ouais. Donc, j'essaie d'en ajouter pas mal pour que vous puissiez varier. On va revenir dessus, sur le sujet de la richesse de la langue. Je vous mettrai le lien en description des fiches d'anglais. Vous pourrez aller les voir. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Candice, on va continuer sur ton parcours, avant d'aborder, bien sûr, l'anglais, etc. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire une prépa ? Alors, par ignorance, je crois, par inconscience. Non, mais en fait, je ne savais pas dans quoi je m'engageais, si je suis très sincère. C'est-à-dire que j'avais envie de continuer à faire pas mal de matières littéraires, donc de la philo, des lettres, de l'anglais, l'espagnol, l'histoire, etc. J'avais envie de me spécialiser immédiatement à la fac. Mais je me disais que j'aurais le temps de vraiment apprécier chaque œuvre, etc. Alors que bon, le fait est qu'il faut quand même aller un peu à l'essentiel en prépa. Et je me suis rendu compte que bon, l'objectif des prépas littéraires, c'est vraiment les ENS. Alors ça dépend, mais disons, prépa parisienne, moi j'étais à H4, Henri IV, donc ça s'explique aussi par ça, je pense. Grosse pression vers les ENS. Voilà, et nous, ils ne nous parlaient pas tellement des écoles de commerce, mais en Cagne, je pensais vraiment pas que j'intégrerais en fait l'ENS et j'avais envie de partir de prépa parce que j'étais fatiguée tout simplement. Et il y avait une intervention d'Éloïc Perrache en fait à H4 pour nous convaincre d'aller en école de commerce. Et en fait, ça m'a ouvert aussi sur quelque part un monde que je connaissais pas. Et donc, j'ai passé les deux en fait en parallèle, parce qu'on peut passer la BCE et la BEL. Je pense que c'est encore le cas. C'était en 2019 du coup. Et voilà, j'étais admise aux deux. Ok. Tu as eu quelle note à peu près en anglais
au concours? Alors, j'ai eu à l'oral en anglais à l'ENS 19 aux 2 oraux, donc on a littérature et on a presse, qui est en fait une version plus longue de ce qu'il y a dans les écoles de commerce pour presse. Et à HEC, j'ai eu 17 ou 18, quelque chose comme ça. Ok. Je me souviens plus exactement. Alors sur la prépa, comment ça s'est passé toi ta prépa? Comment tu l'as vécu? Alors, comment j'ai vécu ma prépa? Disons avec beaucoup d'enthousiasme et en même temps vraiment extrêmement éreintant aussi. Je trouvais ça vraiment très très fatigant. J'avais un bon groupe d'amis avec qui on faisait des fiches, on travaillait beaucoup ensemble et même moralement ça aide. Mais j'ai trouvé... Bon, c'est beaucoup aussi de par cœur pour moi. C'est pas bon, de réflexion évidemment, mais c'était un peu trop, c'était vraiment fatigant. Donc voilà, moi j'ai des bons souvenirs parce que j'ai appris énormément avec des cours d'une qualité que j'ai pas eu ensuite, si je suis honnête. Mais c'est aussi un effort permanent et c'était pas évident. Ok. Donc souvenir un peu mitigé. Souvenir mitigé. Vraiment, en même temps, ça marque pour la vie et c'était vraiment chouette, mais très très fatigant. Surtout passer les 2 concours. Ça faisait beaucoup. Sur le plan personnel, ça t'a apporté la prépa ou Oui, alors honnêtement, là où c'est vraiment utile la prépa, c'est qu'après on se rend compte à quel point on va vite par rapport aux gens qui n'ont pas fait de prépa. Et même quand j'étais en Erasmus à Cambridge, il fallait que j'écrive des essais et tout ça. Et en fait, bon, je m'y mettais un peu à la dernière minute à chaque fois et j'arrivais à le faire dans les temps. Alors que bon, j'avais une coloc allemande qui venait pas du tout de ce type de cursus et elle passait vraiment beaucoup de temps, etc. Juste parce qu'il n'y a pas la formation d'aller vite. Et je pense que ça détend aussi, même professionnellement. On est moins stressé par le temps parce qu'on sait qu'on peut faire en peu de temps beaucoup de choses. Donc T'as quand même parcouru plein de belles institutions, que ce soit l'ENS, Cambridge, HEC. Enfin, t'as fait un parcours assez admirable. Et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de faire à la fois l'ENS et HEC? Alors pour avoir justement la complémentarité, parce que même si j'adore l'anglais, donc linguistiquement j'aime beaucoup les accents, même la littérature, tout ce qui est civilisationnel, etc. Je voulais pas nécessairement aller vers l'enseignement et la recherche, c'est quand même la voie privilégiée des ENS. Et voilà, j'ai envie de m'ouvrir vers des métiers plus de management culturel, nouveaux médias, entrepreneuriat, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'utilise quand même ma bi-admission pour compléter mon profil et qu'on ne me catalogue pas que comme, entre guillemets, quelqu'un des lettres, mais quelqu'un qui a un profil un peu plus varié. Ok. Parce qu'en fait, la manière dont ça fonctionne, si je comprends bien, c'est que quand tu passes les concours, tu peux être bi-admis. Et donc d'abord, tu as fait 2 ou 3 ans à l'ENS. Je fais 3 ans à l'ENS. Tu as fait 3 ans. Ça dépend des ENS, mais Lyon, en tout cas, c'est 3 ans. Et après, tu n'as pas eu à repasser d'épreuves, tu as pu aller directement à HEC. Ouais, en fait, HEC est assez souple là-dessus. Ils acceptent qu'on gèle notre admission pendant 3 ans, voire même 4 ans, je crois, si on veut passer l'agrégation, que je n'ai pas passé du coup. Parce que, bon, ça collait pas autrement, ça faisait beaucoup. Mais en fait, voilà, on peut pas décaler l'ENS parce que c'est un poste, en fait, on est fonctionnaire. Donc, on accepte le poste ou on l'accepte pas, mais ça se fait c'est pas. un poste, c'est vrai. C'est un poste de fonctionnaire. Super intéressant. On va passer à l'anglais, plus spécifiquement. Sure. À quel point, et c'est la question que je pose à tout le monde, à quel point est-ce qu'on peut progresser en anglais quand on est en prépa, en 1 an ou en 2 ans de prépa, si on s'y met? Est-ce que ce qu'il y a derrière les années de lycée et tout, ça a un impact vraiment fort ou est-ce qu'on peut vraiment progresser? Je pense qu'on peut vraiment progresser. C'est vrai qu'au lycée, on a peut-être plus le temps d'apprendre du vocabulaire, de se plonger dans la langue, etc. Moi, tout simplement, aussi pour être clair là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger dans leur jeunesse, qui ont la chance d'avoir, je sais pas, des parents expats, diplomates, etc. Moi, pas du tout mon cas, mes parents parlent pas anglais. Donc, j'ai appris par l'école et par moi-même parce que ça m'intéressait. Et c'est possible, en fait, d'avoir des excellentes notes et de parler extrêmement bien en ayant un parcours purement français d'un point de vue de l'éducation, enfin, du système éducatif de base. Je pense qu'il faut
il faut écouter et prendre un peu partout en fait. Moi, je ne serais pas nécessairement sélective, c'est-à-dire que écouter des interviews, par exemple, regarder des interviews de gens que vous aimez bien, de chanteurs, d'acteurs, etc. Ça permet d'apprendre beaucoup parce qu'on a envie de comprendre pourquoi il y a une blague, qu'est-ce qu'ils ont dit, etc. Ouais. Et donc on apprend du vocabulaire plus familier qui peut se trouver dans des textes et qu'il peut y avoir à l'oral. Écouter, je sais pas, la BBC, regarder des séries en anglais, sous-titrées en anglais, prendre des notes pendant la série, peut-être de mots, je le faisais ça. Okay. Lire la presse, c'est nécessaire pour le coup, pour les concours. Lire par semaine quelques articles, s'obliger à les lire vraiment. Donc pas forcément le prendre comme un travail. Non, ouais. Mais y passer du temps libre. Ouais. Des chansons aussi, c'est vraiment bien. J'ai appris l'anglais grâce aux Beatles. Donc, Ah ouais? Ouais. Ah, c'est génial. On peut mettre les paroles des chansons sur son portable. Et quand tu cliques dessus, tu vois les paroles et tout. Et parfois, on apprend comme ça des expressions, des mots. Puis on s'en souvient mieux que si c'est dit comme ça par un prof et qu'on n'arrive pas à le lier à autre chose. Ok. Donc, ouais. Donc, le mettre sur son temps libre, en fait. Ouais, mettre la langue. Réfléchir en anglais parfois, se parler à soi-même en anglais. Et là, on va se dire, ah mince, je sais pas comment je dirais ça, et aller regarder dans le dictionnaire. Ou... Ouais. Moi, un truc que j'avais fait, qui m'avait pas mal fait progresser en anglais, c'était les jeux vidéo. Les jeux vidéo en anglais. Mais mon frère aussi. Ah ouais. Et moi aussi, je joue d'ailleurs. Ouais. Et l'air de rien, ça m'avait beaucoup aidé parce que de toute façon, j'avais pas le choix, le jeu était disponible qu'en anglais. Donc, si tu veux avancer, si tu veux comprendre, t'es obligé de t'intéresser au contexte et ça t'apprend pas mal de choses. Donc, ok, mettre les passions au service de la langue, c'est intéressant. Même en prépa. Et en prépa, du coup, tu recommandes. Mais c'est une belle langue en plus. Non, et puis c'est varié, on s'ennuie jamais. Alors, plus pratique, comment on s'organise en termes de volume horaire sur l'anglais dans une semaine en prépa? Combien de temps on y consacre? Alors toi, t'étais en spé anglais, donc c'est peut-être un peu... Ouais, j'étais en spé anglais, donc je faisais du thème anglais. Ouais. Je faisais de la version... Tu passais beaucoup de temps par semaine Et beaucoup moins que ce que j'aurais dû, en fait, d'un point de vue des coefficients, et parce que la philo et l'histoire me bouffaient tout mon temps. Donc, mais justement, je pense que ça se quantifie peut-être de manière différente que de la philo ou de l'histoire. On est obligé d'être vraiment concentré, de lire quelque chose... Bon, je sais pas, vous avez peut-être pas de philo, vous... Si, vous avez philo aussi. Ouais, lettres et philo aussi. Ouais. Mais justement, comme on peut écouter le matin la BBC, ou on peut écouter... disons que c'est quelque chose qui peut être perlé dans la journée et qui est moins prenant, peut-être. On a besoin de se poser 2 heures, même s'il faut le faire aussi, mais on peut l'entretenir plus quotidiennement de manière peut-être moins fastidieuse. Est-ce que tu utilisais des applications, toi, comme Anki ou Quizlet? Non, j'ai jamais utilisé. Ok. Pourquoi pas, hein, mais moi non. Pourquoi pas? Ton vocabulaire, tu l'apprenais comment? Tu lisais, tu retenais ce que tu lisais? J'ai toujours bien retenu le vocabulaire en anglais. Mais il faut prendre le temps de l'apprendre par cœur. Moi, je travaille beaucoup, plutôt au lycée, parce que j'ai moins de temps en prépa, mais après, ça peut valoir le coup de le faire peut-être 1-2 heures par semaine le week-end, mais en faisant des listes, en fait, en français, par exemple, et puis de faire sur une ardoise ou quelque chose qui s'efface sur un iPad, je sais pas, et trouver la traduction et ensuite d'effacer jusqu'à temps que tout rentre, en fait, et de se les répéter, d'essayer de les utiliser ensuite dans un essai. Ce que je faisais pour les concours, pour le coup, c'était donc selon le thème que vous avez, en fait, vous allez avoir pas mal de mots qui vont vous venir parce que vous avez eu des fiches, par exemple, ou parce que vous avez appris, et donc de les noter, en fait, tous ces mots-là qui sont plus ou moins liés et que vous allez pouvoir un peu caser dedans. Donc, il ne faut pas non plus y aller au forcing, mais ça permet quand même d'enrichir le vocabulaire, et parfois, on connaît beaucoup de choses et on n'y pense pas sur le coup, donc faire une petite liste et les mettre, et faire quelques tournures de phrases aussi. Genre, il faut que je mette un « no matter how much up », il faut que je mette un... je sais pas, autre chose. S'entraîner à utiliser ce qu'on apprend. Parce que c'est pas figé, c'est qu'en l'utilisant, en le rendant vivant, qu'on se l'approprie, qu'on le retient et tout. Tu vois, je faisais exactement ça au lycée. Ce que tu dis, noter sur un DS les mots à utiliser. J'ai fait ça au bac. Ok. Ça a bien marché. Nickel. Les ressources, maintenant, je vais te poser la question.
Qu'est-ce qu'on regarde comme média, comme site? Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Je dirais donc tout ce qui est lié à la presse, donc peut-être lire un peu des orientations différentes, donc le Guardian, The Economist, New York Times, enfin, euh, essayer voilà, de lire un article, regarder la BBC, c'est amusant. Enfin, moi, ce que je faisais le soir pour aussi me garder au fait de ce qui se passe, tout simplement, et avoir la langue, c'était, je regardais le BBC World News, c'est 3-4 minutes par jour, une vidéo par jour, ça prend du coup vraiment pas de temps, et ça permet de garder un peu en tête tout ce qui se passe dans le monde, et d'avoir aussi de l'anglais, hein, d'avoir des mots qui peuvent être utiles, qui sont utilisés un peu que par la presse. Maintenant, je voulais te poser la question de quels sont les livres que tu pourrais recommander de lire en anglais? Quels sont les auteurs intéressants qui peuvent t'apporter, que ce soit au niveau culturel ou linguistique, quand on est en prépa, surtout Bac+1, Bac+2, en anglais? Alors, pour continuer sur notre lignée Oscar Wilde, je dirais Oscar Wilde parce que il a des nouvelles comme Le fantôme de Canterville, Le crime de Lord Arthur Savile. Il a un roman de Dorian Gray, il n'est pas très long. Ça permet donc de lire, d'avoir le sentiment un peu de satisfaction d'avoir réussi à lire un livre et pas avoir 600 pages devant soi. C'est tellement drôle. Il est irlandais, il était irlandais plutôt, mais c'est de l'humour très britannique, si je puis dire. J'espère pas m'attirer les foudres des Irlandais. Et voilà, une richesse culturelle aussi, parce que ça parle quand même de son époque, dandisme, etc. Donc, Oscar Wilde, je dirais, moi j'ai beaucoup aimé Salinger. Attends, je bug un peu. Oui. The Catcher in the Rye. Traduit très étrangement par l'attrape-cœur. L'attrape-cœur, ouais. T'as beaucoup aimé cet ouvrage? Mais alors, c'est pour le coup une langue qui est plus exactement au goût du jour, parce que c'est années 50 New York. Ouais, surtout c'est du vocabulaire très familier des années 50, donc c'est quand même un peu spécial. Ouais, mais donc, voilà, après, faut peut-être pas dire oh boy, god damn, tout, à la fin de chaque phrase, je recommande pas à l'oral, mais en même temps, c'est plaisant à lire, on apprend du coup du vocabulaire un petit peu plus souple que ce qu'on aurait en cours, et j'aime beaucoup l'histoire en fait. J'avais bien aimé Bernard Shaw. Ah oui. J'ai trouvé ça sympa, et Pygmalion qui est très cool. Oui, en plus tu peux regarder aussi My Fair Lady pour avoir les accents et tout. Celui-là, il est vraiment bien pour les accents. C'est un film? Ouais, avec Audrey Hepburn. Et justement, au début, elle est vraiment cockney, donc classe ouvrière londonienne, si je me trompe pas. Et elle parle un accent très populaire. Et puis, ce type de la haute, très RP, Queen's English, qui se ramène, qui dit « Ah non, mais je veux vous prouver que je peux la faire parler comme une aristocrate et qu'elle peut passer pour une aristocrate. » Et c'est ça tout le film. Donc, si vous voulez vous améliorer au niveau de l'accent. Et d'ailleurs, en parlant d'accent, petite digression, mais je conseillerais Downton Abbey. Bon, c'est un classique, mais si vous êtes plutôt accent anglais, je sentais que ça veut dire quelque chose, parce que vous pourrez entendre les différences d'accent entre les classes sociales et vous perfectionner. Sherlock aussi, c'est pas mal pour ça. Donc voilà. Ok, super intéressant. Et moi, j'aime bien lire la littérature anglaise, qui peut vous servir aussi dans les autres matières. Effectivement, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Bernard Shaw, justement, je l'ai souvent réutilisé en lettres et en philo, enfin surtout en lettres en fait. Donc pas hésiter, je pense, à faire de la pluridisciplinarité. On va continuer sur les épreuves. Au niveau des écrits, comment est-ce qu'on se prépare bien à l'écrit? Maintenant, on est en décembre. C'est quoi la roadmap pour réussir les épreuves en avril? Alors, de l'entraînement, des lectures, qu'est-ce que tu conseilles? Je pense en fait que tout va un peu de pair, c'est-à-dire que quand vous révisez pour les écrits, vous révisez aussi pour l'oral, parce que les thèmes vont quand même se lier. Le vocabulaire que vous aurez appris, vous l'aurez pour l'oral, vous l'aurez pour l'écrit.
Alors, je sais pas exactement si on avait les mêmes épreuves, en fait. Moi, c'était, je crois, peut-être la compréhension d'un texte. C'était quoi, vous? Bah, nous, c'était un essai. Ouais. On avait écrit Ah si, j'avais un essai, ouais. plus thème et version, mais maintenant ça a changé. Ah, mais si, mais c'était ça aussi. Ah, ok. Ah, ça a changé. Maintenant, ça a changé notre format. Il y a plus, ils ont enlevé la version, il me semble. Ils ont enlevé la version, Ouais. ok. Mais en même temps, version, c'est pas mal parce que c'est pas mal d'en faire quand même. Ça permet d'apprendre des mots. Le mieux, c'est le thème. C'est le plus dur aussi, mais ça permet vraiment d'avoir les tournures de phrases et de se rendre compte que, ah oui, là, il va falloir changer quand on écrit en français. Parce que l'écueil, pour moi, à l'écrit, c'est de coller le français sur l'anglais et donc d'écrire en anglais avec une grammaire française. Et ça, c'est vrai que même si les mots sont justes, ça fonctionne pas bien et ça sent, ça fait pas authentique. Donc, en fait, travailler l'oral, ça permet aussi de travailler l'écrit pour moi. Le style, en fait. Ouais. Et à ce propos, qu'est-ce qui est valorisé dans les tournures, enfin pas dans les tournures, mais en général à l'écrit? Qu'est-ce qui est valorisé? Qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne copie et une copie qui est encore mieux notée? Je pense que c'est vraiment cette alliance entre fond et forme, à mon avis, en langue. Vraiment cette richesse des tournures de phrases, cette précision du vocabulaire et aussi le fait, évidemment, de dire des choses intelligentes, intéressantes, informées de tout ce que vous avez pu lire avant, de toutes les émissions que vous avez regardées. À mon avis, c'est vraiment les deux. Mais s'il y a l'un sans l'autre, vous n'aurez pas une mauvaise note, mais vous n'aurez peut-être pas la meilleure note. Ok. Je pense. Moi, je suis pas correctrice. Hein. Et par exemple, plus vocabulaire que grammaire, que tournure, idiomatique, tout va de pair? Je pense que tout va ensemble, honnêtement. Je pense que tout va ensemble. Après, mieux vaut travailler là où vous avez du mal. Il vaut mieux avoir peut-être un vocabulaire un petit peu moins riche, mais que ce soit juste grammaticalement. C'est là ça coince par contre. C'est vrai que si c'est pas correct, ça fait tâche. Ça marchera pas. Ok. Travailler la grammaire. T'as des conseils pour travailler la grammaire? Prendre une grammaire. Ah ouais? Là, pour le coup, c'est pas drôle. Mais en même temps, il y a des règles qu'on connaît pas, que moi j'ai apprises en thème, en spécialité anglais, et je savais pas, par exemple, que... Bon, en français, on peut dire il est gentil, virgule, il est grand. En anglais, on peut pas faire ça. Il faut mettre un point ou un point virgule. On peut pas, parce que il y a c'est comma splitting, je crois que ça s'appelle. Enfin bon, c'est pas correct en fait. Et ça c'est une erreur syntaxique. Donc si on fait ça partout, c'est pas voilà. Après je suis peut-être puriste en anglais, c'est possible. Mais ouais. Je sais plus. Nickel, travailler la grammaire. La lecture aussi, j'imagine que ça aide pas mal à la grammaire. Ouais, la lecture. En tout cas, moi, pour le coup, mon expérience de ça, en fait, la grammaire, ça m'a tout le temps saoulé. Non, mais c'est pas drôle. Dans toutes les langues, mais en anglais en particulier. Parce qu'en fait, j'avais une appropriation de l'anglais qui est très... vraiment sur le vécu, c'est-à-dire par les vidéos que j'écoute, etc. Et en fait, je n'étais pas capable de formuler les règles, mais j'étais capable de les utiliser. Et donc, pour moi, c'est comme ça que je l'ai travaillé, tu vois. Ah, mais c'est ce qu'il faut après. C'est simplement sur des choses très précises. Parfois, I wish I were. Savoir qu'on est obligé de dire I were si c'est une situation impossible. On peut dire I was si ce serait possible. Enfin, c'est des choses très précises qui font que simplement, si on se base sur son expérience personnelle, si on n'est pas natif, ça va nous prendre 5 ans à le comprendre. Alors que, voilà, lire quelques chapitres ou enfin, vraiment, j'avais un petit manuel A à Z. Je trouve que parfois, ça permet d'avoir des réponses, en fait. Mais c'est vrai que c'est mieux si on a déjà la question en tête, on l'a remarqué plusieurs fois en le lisant, on l'a entendu et on veut une réponse et on va voir. Mais si on s'amuse à lire toutes les pages comme ça, on retient rien. Puis c'est juste pas bon. Je comprends. Comment est-ce qu'on fait quand on est un étudiant qui a des difficultés en anglais? Comment on fait pour progresser? Est-ce qu'il y a des conseils particuliers que tu donnerais? Par où commencer, tu vois? Moi, je dirais qu'une langue, c'est vraiment sur le fait d'apprécier.
Pour moi, c'est là que toute la différence va se faire sur la progression, en fait. Si on le prend comme une corvée, on n'aime pas, oh là là, de toute façon, c'est moche, et puis en plus... Enfin, je pense qu'on ne progresse pas vraiment, mais si on trouve une raison de l'apprendre, peut-être extrascolaire, je sais pas, moi, vous avez envie de voyager, de pouvoir parler avec à peu près n'importe qui, à peu près n'importe où sur Terre. Vous avez un acteur que vous aimez vraiment bien, puis il joue dans un film, etc. Et vous avez envie de le comprendre dans la langue originelle pour être plus proche du personnage. Là, tout de suite, ça développe un intérêt qui est autre. Et je pense que ça peut faire qu'on apprécie la langue. Peut-être regarder aussi ce qui se fait aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni. Peut-être qu'il y a des pays qui vous plairont plus que d'autres, au point de vue peut-être de l'accent, de la culture, de la manière qu'ont d'être les gens. Peut-être se rapprocher vers ce qui vous plaît plus. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce conseil, tu dis pas de commencer par quelque chose, tu dis il faut apprendre à apprécier la langue pour réussir à progresser. Et c'est intéressant parce que souvent on a tendance à dire ok, bah, que tu aimes ou pas, de toute façon, il faut que tu fasses ça ou quoi. Et toi, tu dis non, en fait, faut vraiment apprécier ce que tu fais pour bien t'en imprégner, pour devenir à l'aise dans la langue, quoi. Parce qu'en fait, l'objectif, quand tu commences à apprécier une langue, je pense, comme l'anglais, c'est que c'est pas du court terme. C'est que c'est du long terme, quoi. Oui, et puis ça devient, je sais pas, moi c'est vrai que je pense que c'est devenu presque constitutif de mon identité, parce que j'ai toujours bien aimé l'anglais, je saurais pas vraiment dire pourquoi en réalité. Il y a quelque chose que j'aime bien dans la culture britannique, plus que américaine d'ailleurs, mais et j'avais envie de comprendre, j'avais envie d'apprendre cette langue, et il y a vraiment une variété en fait d'accents. C'est sûr quelque chose qui m'a plu d'un point de vue un peu musical presque. Et en fait c'est ça, c'est que bon, c'est un peu un puits sans fond. C'est vrai que parfois c'est un peu déprimant, on se dit mon Dieu, mais en fait je pensais bien parler et j'ai rien compris à cette page d'un roman parce qu'il y a trop de vocabulaire extrêmement précis voilà. Mais en même temps on se rend compte quand même rapidement des progrès qu'on fait aussi. Si on parle avec quelqu'un qui est natif, la personne va dire « Ah, mais tu parles bien » et c'est gratifiant, on a envie de mieux parler. Et c'est une ouverture à l'autre, c'est une ouverture à d'autres cultures. Ok, super intéressant. Apprendre à aimer la langue. Et puis il y a plein de raisons d'aimer l'anglais en plus. Vraiment plein. Non, mais c'est vrai qu'en fait, il y a tellement de disciplines qui sont couvertes par l'anglais puisque c'est les États-Unis, c'est le Royaume-Uni, etc. Tous les champs d'études qui ont des ressources en anglais. Donc en fait, si on s'intéresse à un truc, on peut forcément trouver quelque chose en anglais à ce sujet. Donc effectivement, c'est vrai que ça peut être un facteur qui pousse à... Non, mais même regarder des vidéos YouTube de Kinori version américain. Si vous aimez... Non, mais c'est vrai, parce que moi, je regardais beaucoup de vidéos comme ça, mais idiotes, hein. Donc pas comme Kinori, mais je veux dire non, mais des youtubeuses américaines qui font... Voilà, et simplement parce que ça permet d'entendre aussi cette langue, de voir comment c'est la vie chez eux, etc. Et d'entretenir, en fait, ce lien avec l'anglais. C'est vraiment pour moi le fait de l'entendre un peu tous les jours et de le parler aussi, d'essayer de répéter des mots s'il y a un mot que vous trouvez difficile à dire, et puis s'il y a un mot que vous aimez bien aussi, vous aimez bien la sonorité, le répéter et tout. Je pense que c'est... Ok, donc pour résumer, avoir la passion de la langue, la régularité et avoir une certaine proactivité quand même dans l'apprentissage du vocabulaire, de la grammaire, etc. Super intéressant. Voilà. On va peut-être finir sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant à HEC? Est-ce que tu as des projets, des trucs en cours C'est peut-être la question la plus dure. Ah ouais. Alors, moi, j'aimerais bien faire le Master Média Art Création l'année prochaine. Donc, aller vers quelque chose qui me mènera peut-être à la radio ou à l'immersif. J'ai écrit un mémoire en anglais sur le théâtre audiophonique immersif, britannique contemporain. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'ils apprécient. Vous pouvez écouter des pièces de radio. Ils en font beaucoup. Et donc voilà, aller découvrir un peu ça. Partir dans le champ de la culture. Ouais. Ok. Voilà.
puis faire ma dernière année à HEC l'année prochaine. Finir celle-ci déjà, Ouais. continuer de me remettre aux maths. Ouais. La compta Voilà, et tout. la compta, Ouais. la finance, tout ça. Ok. Ah, génial. Merci beaucoup, Candice. Merci à toi. Pour cette interview. Merci. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mettrai les liens dont on a parlé, les fiches et tout, en description. Si vous avez apprécié, pensez à laisser un commentaire. Et puis, bon courage, bonnes vacances et à bientôt. Salut! Bye.